Alors Claire Sévrac, bonjour. Merci Bonjour. d'être parmi nous. On vous reçoit aujourd'hui pour un deuxième livre, pour une deuxième intervention. La première fois, c'était le complot mondial contre la santé, donc une vidéo d'ailleurs que les téléspectateurs qui n'ont pas encore pu la voir pourront retrouver sur YouTube. Une vidéo qui avait eu énormément de succès d'ailleurs. Ah, merci. Et pour ce deuxième ouvrage, il est publié aux éditions Contre-Culture. Il s'agit de la guerre secrète contre les peuples. Alors dans ce livre, vous évoquez de nombreux sujets, notamment les manipulations génétiques, les ondes, les nanotechnologies et également les chemtrails. Alors vous allez nous expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit, mais avant tout, comment vous vous êtes intéressé à tous ces sujets et comment vous est venue l'idée de faire ce livre ? En fait, c'est à force de regarder le ciel et de voir des choses anormales, j'ai fini par me poser des questions. Et puis aussi parce que j'habite la campagne et que j'ai un potager et que je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de trucs qui poussaient et que les plantes étaient grillées au-dessus et tout ça. Donc je trouvais ça très bizarre et donc j'ai commencé à chercher d'où ça pouvait venir et à trouver le lien avec ce qui se passait dans le ciel. Alors justement, qu'est-ce que vous avez vu dans le ciel ? Ce que tout le monde peut voir, il suffit de lever la tête. On nous dit, par exemple, on voit le ciel souvent qui est strié et c'est quadrillé en fait, c'est quadrillé par des avions et des traînées d'avions. On nous dit que c'est des traînées de condensation. Je trouvais ça bizarre parce que tous les gens qui ont mon âge ont souvent vu des avions avec les traînées derrière, qui sont des traînées de condensation effectivement, et qui se défont au fur et à mesure que l'avion avance. Au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la traînée derrière disparaît. Or maintenant, on se rend compte que les avions passent, et déjà ils passent de façon perpendiculaire, donc c'est déjà normal, et ensuite ils laissent des traînées derrière qui ne disparaissent pas, mais qui se désintègrent et qui touchent la traînée d'à côté, et en fait ça finit par faire non pas un ciel nuageux comme avant, mais un ciel comme un couvercle au-dessus de nos têtes, gris, et ça c'est absolument anormal. Donc ça, c'est justement ce que vous appelez ou ce qu'on appelle les chemtrails. C'est-à-dire pour les vraies traînées de condensation, ça s'appelle contrails. Et les traînées chimiques, c'est chemical trails, chemtrails. Alors justement, chimique, est-ce que vous pouvez nous expliquer, outre ce que vous avez constaté dans le ciel, qu'est-ce que c'est véritablement ces chemtrails ? Eh bien justement, en cherchant, on se rend compte qu'en fait, on est soumis à des épandages, qui sont des épandages de produits chimiques. Apparemment, ils épandent de l'aluminium, du barium, du strontium, et puis on peut épandre n'importe quoi, des bactéries, des vaccins, ce qu'on veut, quoi. Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est que des avions laissent des traînées derrière eux, des traînées... avions font des épandages. Donc sur voilà, nos têtes. Répandent, selon vous, des substances sur les populations, ou du moins sur les territoires. Oui. Et donc, vous pouvez nous redire les substances Il y a de l'aluminium, il y a du strontium, il y a du barium. Alors après, ils nous disent, pendant des années, ils ont dit que c'était pas vrai. Maintenant, ils commencent à parler de la géo-ingénierie, qui serait des épandages d'aluminium pour empêcher le réchauffement climatique. En fait, quand on étudie un peu le problème, on se rend compte que plus il y a des épandages, plus ça crée le réchauffement. Donc ça ne peut pas être pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a d'autres raisons. Après, il y en a plusieurs de raisons plausibles. Vous avez également évoqué la possibilité que ce soit des vaccins. Oui, alors ça s'est passé en insu, Nouvelle-Zélande ou en Australie, je ne sais plus, où ils ont épandu un vaccin par pulvérisation. Oui. Et quel type de vaccin ? Je ne dis pas qu'ils sont en train de le faire chez nous, hein, mais c'est dans le domaine du possible. Et donc ça aurait été fait pour protéger la population d'une certaine maladie, mais sans lui préciser exactement de quoi il en retournait. Oui, ça c'est la raison officielle, oui, qu'ils ont donnée après. Et selon vous, la version officieuse alors ? C'est-à-dire, il faut déjà... moi, je ne pense pas que les vaccins puissent protéger beaucoup les populations. Donc, quand on me dit qu'on a épandu des vaccins pour protéger une population, déjà, j'y crois pas vraiment. Peut-être qu'ils sont de bonne foi en faisant ça. Hein.
Mais je trouve quand même bizarre qu'on épande de l'aluminium. Le barium, enfin, il y a des thèses et des preuves qui montrent maintenant que le barium est conducteur. Donc quand ils balancent du barium dans l'atmosphère, les ondes sont conduites par le barium. C'est ce qui permet à l'armée, etc., aux autres organismes de surveillance de voir, enfin qu'il n'y ait pas de trou entre les divers systèmes comme HARP, par exemple. HARP est en Alaska, mais il y a plein d'autres programmes comme ça qui appartiennent aux militaires. Et il y a Pine Gap en Nouvelle-Zélande, il y a MUOS en Sicile, et puis il y a plusieurs HARP, systèmes comme HARP dans le monde. Et ces systèmes permettent de scanner la Terre. Oui, c'est une forme de satellite en fait. Voilà. On pourrait comparer ça à Google Earth. Oui, sauf que c'est ce qui conduit les ondes et qui permet qu'il n'y ait pas de trou dans leur système de surveillance. Ça permet de suivre les sous-marins en plongée, ça permet plein de choses. C'est presque, enfin, on pourrait imaginer ça aussi, que ce serait pour conduire les ondes Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Alors oui, c'est-à-dire ça conduit ce genre d'ondes et en plus de ça, ils épandent aussi des nanoparticules, par exemple, qui sont manipulables avec des radiofréquences. Donc en fait, ça fait un tas de trucs au-dessus de nos têtes. Alors les nanoparticules, donc on comprend bien, particules, nano, très petites. Oui. Mais quel serait le but de cet épandage de nanoparticules? Est-ce qu'il s'agirait à ce qu'elles rentrent dans le sol, par exemple ou Non, les nanoparticules, je pense que c'est... alors ça a plusieurs... il y a eu des études faites aux États-Unis par un groupe de médecins dont Hildegard Steininger, qui travaille avec tout un groupe de chercheurs et qui pensent que ces nanoparticules s'auto-dupliquent et s'auto-assemblent à l'intérieur du corps. C'est-à-dire comme des cellules, finalement. Oui. On est tous apparemment, comment on dit, pollués par les nanoparticules. On en a tous en nous. Donc après, comme on sait qu'elles sont manipulables avec les ondes, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pourquoi? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est porteur de ces nanoparticules, le jour où ils veulent balancer n'importe quelle radiofréquence qui a comment on dit, une influence sur ces nanoparticules. Une influence et un résultat sur nous, ils peuvent le faire. Donc en gros, vous êtes en train de nous expliquer que du fait de l'absorption de ces nanoparticules, un tiers qui maîtrise la technologie en question, oui, pourrait influer sur le comportement, absolument, sur l'état de santé, oui, des êtres vivants. Oui, mais c'est pas, enfin je veux dire, il y a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est l'éminence grise de tous les présidents américains depuis Carter et qui est encore le conseiller d'Obama, qui a écrit un livre en 1970 qui s'appelle Between Two Ages, où il dit clairement que le climat va devenir l'arme absolue pour l'Amérique et que ça permettra que c'est plus la géographie, par exemple le détroit de Formose ou un truc géographique stratégique qui va influer maintenant sur la conduite d'une politique, mais que le climat va devenir l'arme absolue pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler économiquement ce qui se passe, puisqu'il suffit de faire un ouragan ou un tremblement de terre ou un tsunami et détruire une partie d'un pays ou d'une région pour le mettre à genoux. Alors d'abord parce que, par exemple, les céréales ou tout ce qui est coté en bourse, si on détruit des récoltes, on met un pays à genoux, mais aussi ça permet aux pays concurrents de pouvoir être mieux cotés en bourse. Ça, c'est l'économie. Et il y a aussi le fait que en influence, en mettant un pays à genoux, stratégiquement, après ça permet de le conquérir. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans le bouquin de Zbigniew Brzezinski. Et c'est pas un monsieur qui a l'habitude d'écrire de la science-fiction, c'est un monsieur qui, quand il dit quelque chose, en général, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très bizarre, parce qu'on continue à nous dire que ça n'existe pas, que la géo-ingénierie est un plan B au cas où il y aurait un réchauffement trop important. Mais en fait, on se rend compte que ce qui se passe dans le ciel et ce qu'on voit, c'est exactement ce qui est décrit et dans les brevets et dans le bouquin de Zbigniew Brzezinski et dans des tas d'autres documents qui datent déjà d'il y a 50 ou 60 ans. Donc si je résume, en gros, dorénavant, on ne nie plus l'existence de la géo-ingénierie, mais qui aujourd'hui aurait pour but de réguler le climat, entre guillemets, de lutter contre le réchauffement climatique. Selon vous, il y aurait un autre but, celui que finalement oui, Brzezinski énonce. Voilà. Premièrement, oui, et puis parce que le réchauffement climatique, c'est du grand pipeau, quoi. Quand on regarde tous les écrits,
peut-être qu'il y a un petit réchauffement, encore que ce n'est pas du tout prouvé, parce qu'il y a aussi des tas de scientifiques qui disent qu'il n'y a pas un réchauffement, mais un refroidissement de la Terre. Pourtant, on sait que la banquise fond de plus en plus. Oui, mais est-ce qu'elles font à cause de notre pollution ou est-ce qu'elles font à cause d'autres... Ça, c'est un second problème à la rigueur. Oui. Mais non, mais on il nous n'en donne reste pas ça moins comme... que pour que la banquise fonde, il faut qu'il y ait réchauffement. Oui, mais est-ce que le réchauffement, est-ce que c'est un réchauffement de l'atmosphère et est-ce que c'est un réchauffement des planètes ou est-ce que c'est comment ça s'appelle? Est-ce que c'est quelque chose qui crée un impact humain ou un impact de l'armée qui fait que ça réchauffe la banquise et qu'elle fond? Il y a aussi des images qui sont très bizarres. La banquise qui est coupée en angle droit. Je veux dire, c'est 1 hectare de banquise qui est coupée en angle droit. Et il y en a plein comme ça qui circulent. Donc, je ne pense pas que le réchauffement produirait une banquise qui se coupe en angle droit. Alors, pour en revenir à Brzezinski que vous avez évoqué, donc, il a évoqué que le climat serait finalement la nouvelle arme mondiale, quelque part. Sans doute employé par les États-Unis, puisqu'il est au service des présidents états-uniens, comme vous l'avez précisé. Selon vous, est-ce que cette arme est aujourd'hui au point? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'elle a déjà été utilisée? Oui. Oui, enfin, c'est toujours pareil. Ce sont les rois des coïncidences. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais, effectivement, comme on n'a pas les documents de l'armée qui prouvent que ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on voit. Mais par contre, il y a des documents déclassifiés de l'armée américaine qui prouvent bien que dans les années déjà où ils disaient que ça n'existait pas, ça existait, puisque les documents déclassifiés montrent qu'il y a eu des épandages sur plein de coins aux États-Unis, dont sur Las Vegas, sur le Marineland, sur Corpus Christi. Décidément, Marineland, en ce moment, il n'a pas le vent en poupe. Hein. Oui. Et moi, j'habitais les États-Unis, en Californie, dans ces années-là, entre 85 et 99. Et j'allais souvent dans les territoires indiens. Et les Indiens me disaient They spray us like cockroaches. Ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je pensais qu'ils avaient peut-être un peu abusé du calumet, parce que je ne voyais pas vraiment. Mais maintenant, il y a bien les preuves que ces gens-là disaient la vérité. Donc ces preuves font partie des documents déclassifiés de l'armée que vous nous évoquez. Des documents déclassifiés de l'armée américaine en 2012-2004. À la demande de journalistes de l'AFP qui l'ont obtenu, où il y a bien tous les documents qui prouvent qu'ils épandaient à cette époque. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils épandaient alors? Ils ont épandu plein de trucs, du soufre, des bactéries qui étaient des essais pour la guerre du Golfe, pour savoir quel pourcentage de la population en dessous allait tomber malade. De l'aluminium, du strontium, tout ce qu'on voit maintenant. D'ailleurs, l'aluminium n'est pas quelque chose qu'on trouve à l'état naturel. Il faut que l'aluminium ait été traité, etc. avant. Donc, comment se fait-il que quand on fait des analyses de milliards d'endroits sur Terre en ce moment, on trouve des taux d'aluminium absolument hallucinants? Et il me semble qu'il y a un détail aussi qui est intéressant, c'est que Monsanto, donc la grande industrie spécialisée dans les produits chimiques et OGM, a essayé de fabriquer des OGM justement résistants. Ils ont breveté en 2009. Moi, j'ai commencé mon enquête en fait par là. C'est-à-dire, je regardais le ciel, je trouvais ça vraiment excessivement bizarre. Et puis après, je suis tombée sur les brevets de Monsanto qui ont été déposés en 2009, qui prouvent qu'ils ont déposé des tas de brevets pour les plantes et les légumes résistants à l'aluminium. Donc, pourquoi résistants à l'aluminium? Puisque ça n'existe pas à l'état naturel. Il fallait bien qu'ils aient une raison. Alors, dans un premier temps, vous évoquez la pratique d'épandage, donc de chemtrails, qui aurait été faite à travers des avions de l'armée. Et vous expliquez que, visiblement, plus tard, ils sont passés à la vitesse supérieure, en utilisant tout simplement l'aviation civile. Oui, alors, il y a des avions de l'OTAN. Et d'ailleurs, il y a certains députés qui ont déposé des demandes auprès de l'OTAN. D'ailleurs, même le Parlement européen, en 1998, a posé la question et a demandé pourquoi HAARP était aussi nocif, etc. Et à l'époque, on ne leur a pas répondu. C'est-à-dire les Américains ont laissé ça sans réponse. Mais je suppose que si le Parlement européen, en 1998, déjà s'inquiétait de la question, c'est qu'il y avait une raison. Et il y a plein de preuves comme ça qui prouvent qu'effectivement, il y a eu des épandages et il y en a toujours. Alors, ce qui est étonnant dans tout cela, c'est
concevoir la logistique en fait de tout cela. Parce que quand on s'en tient aux avions de l'armée, on peut imaginer effectivement qu'ils ont une totale liberté d'action et que après tout, s'ils ont un projet entre guillemets, ils peuvent tout à fait le mettre en application avec les avions qui appartiennent à l'armée, enfin l'armée d'un pays. En revanche, on a du mal à imaginer que tous les rouages d'une compagnie aérienne puissent quelque part accepter de participer à ce genre d'expérience. Oui, mais je pense que d'abord que d'après les témoignages qui ont été donnés par des gens, par des mécaniciens de l'armée, par des pilotes, par des tas de gens qui travaillaient dans ce cercle-là, apparemment ils sont même pas au courant. C'est-à-dire que les systèmes de maintenance, par exemple des eaux usées de certains avions, ont été truqués pour pouvoir recevoir ces réservoirs et pour pouvoir épandre. Et il n'y a pas besoin, d'ailleurs Brzezinski le dit dans son bouquin, il dit que cette guerre pourra être complètement secrète et que très très peu de gens devront être au courant. C'est-à-dire que beaucoup de pilotes ne doivent même pas être au courant. Il y en a qui sont au courant et qui parlent, mais il y en a très très peu. Par exemple, les compagnies, les entreprises qui fabriquent les avions doivent bien savoir à un moment ou à un autre qu'il faut concevoir des réseaux différents. Qu'ils ont une clause de confidentialité et que ceux qui parlent se font rapidement soit virés, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin que beaucoup de gens soient au courant. Il suffit, d'ailleurs, quand on regarde tous les brevets, que ce soit les brevets d'épandage, les brevets de harpe, la plus grosse compagnie de ce genre d'avion aux États-Unis, etc., appartiennent tous. Enfin, tout ce qui concerne ce système appartient à une compagnie qui s'appelle Raytheon Corporation. Et donc, en fait, ils ont la main mise sur tout. C'est juste une compagnie. Après, on livre les avions où les gens travaillent dessus sans vraiment exactement savoir ce qui se passe. Alors là, on a employé jusqu'ici, depuis le début de cet entretien, énormément la troisième personne du pluriel. Ils épandent, ils organisent, mais qui sont ces gens qui se cachent derrière ils ? Alors, qui aurait envie ça va très très loin, c'est-à-dire que justement, voilà, au bout d'un moment, on se dit pourquoi et en fait, c'est pour ça que je me suis attachée dans ce livre à essayer de faire une synthèse pour essayer de comprendre pourquoi, parce que tous ces trucs-là sont vraiment séparés, on ne comprend pas vraiment. Ce qui paraît le plus logique, et en fait, quand je parle avec d'autres gens qui enquêtent sur des domaines très différents du mien, on en arrive aux mêmes choses. C'est-à-dire, derrière, il y a les mêmes gens, c'est-à-dire certaines grosses corporations et certaines grosses familles, qui sont les mêmes qu'on retrouve au Bilderberg, qu'on retrouve dans tous les systèmes de contrôle de l'humanité. Après, quand on regarde ce que disent ces gens-là ou ce qu'ils écrivent, on se rend compte qu'il y a quand même une volonté de réduire la population mondiale. Par exemple, Bill Gates qui vient dire face caméra que le monde, il faudrait qu'il n'y ait que 500 millions de gens sur Terre et que même avec la vaccination et les nouveaux systèmes de santé, on ne peut pas espérer réduire la population de plus de 10 à 15%. C'est quand même hyper inquiétant. En fait, vous évoquez carrément le terme de génocide en réalité. Oui. Vous estimez que c'est une phase de génocide dans laquelle nous sommes. À partir du moment, pourquoi par exemple, est-ce qu'ils ont choisi les micro-ondes pour nos téléphones, pour tout ce qui nous environne, etc. Ils auraient pu choisir des ondes qui n'étaient pas nocives pour les humains. Ils ont choisi des ondes peut-être parce qu'au moment de la conception, ils n'avaient pas la conscience de la nocivité des ondes. Ah bah si, puisque les micro-ondes, ça vient des radars et de l'armée. Donc ils les ont abandonnés sur les radars à l'époque parce que justement les gens qui faisaient marcher les radars dans l'armée, il y avait trop de casse. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et c'est pareil pour plein de trucs. C'est pareil pour pourquoi est-ce qu'ils détruisent la Terre, pourquoi est-ce qu'ils détruisent l'environnement. Pourquoi il y a entre 200 et 300 espèces animales, végétales qui disparaissent par jour en ce moment dans le monde. On parle des abeilles, etc. Mais il y a entre 200 et 300 espèces qui disparaissent chaque jour. C'est pas rien. Et nous, il y a plein de trucs qui sont cancérigènes, on le sait. Est-ce que vous croyez qu'on est une espèce parmi tant d'autres alors ? Oui. Pour eux ? Oui, bien sûr, oui. Ce que vous nous dites, je crois, dans la 4e de couverture, que finalement nous ne sommes que des bouches inutiles. Mais c'est comme ça qu'ils nous appellent. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils nous appellent.
Comme dans certains, il y a un document de la NASA qui est fait à usage interne pour aller vers la NSA, enfin tous les organismes avec lesquels ils travaillent. Il y a un petit tableau sur lequel il y a marqué l'avancement de l'humanité depuis le début, c'est-à-dire au début, on vivait de la cueillette, ensuite on a vécu de l'agriculture sédentaire, ensuite de l'industrie. Maintenant, c'est le règne jusqu'en 2020 des nanoparticules et biotechnologies. Et après 2025, il y a marqué l'humain est virtuel. Et dans d'autres documents, ils nous nomment post-humain à partir de 2025. Donc, c'est pas une invention, c'est pas juste. Enfin, je veux dire, c'est marqué. Donc. Et pour vous, dans quel but faudrait-il justement réduire cette population? Parce que à 500 millions, il faudrait quand même éliminer pas mal de monde. Oui, mais regardez les pierres qui ont été érigées aux États-Unis, Guidestones. Ce sont des pierres énormes. Il y a 7 pierres énormes, ou 5, je ne sais plus, sur lesquelles sont marqués dans toutes les langues les 10 commandements, justement. Et ça a été financé. Il y a une stèle en bas qui dit que ça a été financé par l'Association du Nouveau Monde. Personne n'a pu retrouver qui était cette association. On ne sait pas qui a payé ces monuments, etc. Et dans les 10 commandements, le premier, c'est ne pas dépasser 500 millions d'humains. Donc... on a évoqué tout à l'heure rapidement le réchauffement climatique, on a évoqué également les nanotechnologies, et il y a encore un élément qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est ce concept de contrôle de l'alimentation. Alors, on sait que vous avez déjà fait des conférences avec Monsieur Lartigot, qu'on a reçu également à TV Liberté. Ouais. Lui propose une alimentation alternative, d'une certaine manière, pour essayer de s'extraire des différents produits chimiques que l'on pourrait ingérer, sciemment ou non d'ailleurs. Vous parlez donc de ce contrôle de l'alimentation et de cette pollution en fait généralisée quelque part. Vous parlez également du contrôle de l'eau qui est quelque chose de clé sans doute dans le monde vers lequel on avance. Est-ce que vous pouvez nous dire votre conception de tout cela? Justement, je pense que c'est un tout, c'est-à-dire que Monsanto l'a déjà fait avec les OGM et avec par exemple le Roundup Ready, les semences qui étaient résistantes au Roundup, qui tuaient tout autour, sauf la séance qui contenait le gène du pesticide. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire ils sont en train de breveter à tout va des plantes qui résistent à l'aluminium. Et s'ils continuent à épandre comme ça, les seules plantes qui vont pousser dans quelques temps vont être les plantes qui résistent à l'aluminium et les OGM qui mettent, eux, sur le marché. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on va être obligé d'en manger parce qu'il n'y aura rien d'autre, puisque le reste ne va pas pousser. Donc ça veut dire qu'ils continuent, c'est-à-dire au début, ils ont fait ça sur les semences, ils ont fait ça sur la reproduction animale, ils ont mis toutes leurs semences dans leur coffre-fort. Alors c'est pareil, c'est ils, mais c'est toujours les mêmes. C'est Syngenta, Bayer, Monsanto, Rockefeller, enfin je veux dire les Bill Gates sont les mêmes, absolument les mêmes qu'on retrouve partout. Donc ils ont mis les séquences ADN de ces semences dans leur coffre-fort et maintenant ils continuent en faisant des semences qui résistent à l'aluminium. Et si rien d'autre ne pousse, on sera bien obligé d'en passer par eux. Ils auront effectivement le monopole de la nourriture. Ce qui veut dire que, ils auront le monopole, c'est-à-dire qu'ils seront les seuls à gagner de l'argent avec la nourriture. Ils auront le contrôle total de la nourriture. Mais en plus de ça, ils peuvent nous affamer quand ils veulent. Le jour où ils ne veulent plus mettre de nourriture sur le marché, comment on fait? Et l'eau, c'est pareil. C'est-à-dire à partir du moment où ils peuvent pousser la pluie, créer la pluie ou créer des nuages qui absorbent l'humidité et donc empêcher de pleuvoir, ils vont pouvoir faire pleuvoir et mettre la pluie là où ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir de soif et il y a des gens qui vont avoir de l'eau. Mais ce n'est pas nous qui allons décider, c'est eux, contrairement à la nature qui a fait que tout le monde pouvait avoir de l'eau. Alors dans cet état d'esprit, il y a quelque chose qui est... une chose à laquelle vous faites référence dans l'ouvrage qui, moi, m'a amusée parce que je suis un peu cynique, mais ce sont les swaps. C'est-à-dire que finalement, selon que vous serez pauvre ou riche, vous aurez droit de polluer ou pas, finalement. C'est un peu le concept des indulgences, d'ailleurs, avec lequel vous faites un parallèle. Et ça, c'est assez significatif. Et quelque part, ça corrobore tout ce que vous venez de nous expliquer.
C'est-à-dire que quand je les vois faire leur gros discours sur le réchauffement climatique et surtout sur le CO2, c'est-à-dire il y a quelques années, on nous disait il faut absolument faire attention parce que la nourriture, le monde ne peut pas, la nature ne peut pas nourrir les 7 milliards d'individus qu'il y a dans le monde, etc. D'où la nécessité des OGM. Maintenant, on se rend compte que les OGM, non seulement n'ont pas aidé à nourrir l'humanité, mais qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui mouraient de faim qu'en ce moment. Et maintenant, vous remarquerez qu'ils n'en parlent plus de ça. Maintenant, ils nous disent qu'on est trop nombreux à respirer et trop nombreux à polluer. Donc il faut lutter. Il y a les vaches aussi. Oui, il faut lutter contre les vaches qui pètent et contre les petites voitures diesel. Mais quand on regarde la somme de fuel que l'armée américaine, par exemple, balance dans l'atmosphère, je crois que c'est 56 milliards de gallons de fuel. Je veux dire, avant que nos petites voitures et nos vaches qui pètent fassent autant de dégâts, je pense que ça n'a aucune commune mesure. Mais c'est une façon de nous faire culpabiliser déjà. Et puis ensuite, il y a effectivement Al Gore qui a monté la bourse, ce à quoi vous faisiez allusion, la bourse au carbone. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas ou il ne demande pas aux grosses sociétés de ne plus polluer. Plus vous êtes riche, plus vous pouvez acheter des bons carbone. C'est-à-dire, en résumé, chaque société aura par exemple, selon son volant d'affaires et ses activités, aura le droit de polluer par exemple pour X tonnes, pour 5 tonnes, pour 10 tonnes. S'il pollue moins, ils vont avoir des bons en trop qu'ils vont pouvoir revendre aux autres sociétés. S'ils polluent plus, ils vont en acheter aux autres sociétés. Mais tout ça, ça concerne finalement que ceux qui ont du pognon. Plus ils ont de l'argent, plus ils pourront polluer. Donc quand ils nous disent qu'il faut arrêter le CO2, qu'il faut trier nos déchets, qu'il faut faire attention, pas trop respirer, etc., pas trop avoir de vaches, parce que ça va créer le réchauffement climatique, eux ne font rien pour lutter contre le réchauffement climatique et ils ne feront rien. Parce que ces grosses sociétés, c'est leur gagne-pain et ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Donc, et d'ailleurs, Al Gore le dit très très bien dans certaines de ses conférences pour initier, évidemment, pas pour nous, où il dit aux gens que plus le carbone va devenir rare, c'est-à-dire plus les gouvernements vont faire la chasse au carbone, plus le carbone va être rare et plus en vente. Et donc, plus il est rare, plus le prix va monter. Donc, tous les gens puissants et friqués qui peuvent acheter des bons carbones vont se faire des rodoudous or dans X temps. Ils attendent que ça. De toute façon, ils sont tous sur les starting blocks en train d'attendre ça. Donc, c'est une grave, encore une fois, c'est une grave escroquerie. Alors, on a évoqué tout à l'heure également donc, les nanoparticules. Vous parlez aussi des implants. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a vu naître très récemment le concept d'implant party. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que oui, c'est des jeunes qui, au lieu d'aller en boîte et de se droguer, se plaisent à se mettre des implants sous la peau. Alors, je ne sais pas quel regard vous portez là-dessus. Ça fait partie du système de surveillance, c'est-à-dire que, évidemment, comme d'habitude, on nous vend les choses de façon extrêmement positive. Si vous avez un implant, vous pouvez rentrer dans une discothèque on vous passe juste le code barre et vous passez. Vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital, ils ont toutes vos informations médicales, toutes vos informations bancaires. Vous pouvez aller au supermarché, ils vous scannent, vous n'avez plus besoin de sortir tous vos trucs, etc. Si votre grand-père est Alzheimer ou votre enfant se perd à la sortie de l'école, ça agit comme un GPS, donc ça n'a que des avantages apparemment. Sauf que c'est, comment on dit, on peut mettre d'autres infos à distance une fois qu'on a l'implant. Donc ça n'est jamais qu'un autre système de surveillance. Mais c'est en fait une partie d'un tout, parce que les ondes servent aussi à ça. Et on voit bien il faut être aveugle et sourd pour pas voir ce qui se passe, même chez nous en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut de moins en moins parler, on est de plus en plus dans un système où tout est surveillé. On a vu à cause des attaques terroristes, je veux dire combien les lois sont devenues très totalitaires. Alors vous évoquez aussi, d'ailleurs ça va rejoindre l'idée des nanoparticules, vous évoquez également le concept de poussière intelligente et vous rappelez un exemple que je ne connaissais pas de la guerre en Irak. Oui. Qui est assez intéressant, assez probant. Vous appelez ça des armes non létales d'ailleurs. Ils appellent ça les armes non létales. Oui. Est-ce que vous pouvez ça peut juste vous paralyser, vous créer des maladies cardiaques et vous rendre un peu imbécile, mais c'est non létal.
Tout va bien alors. Vous ne mourrez pas sur place. Mais c'est ce qui explique, enfin, c'est ce qui a expliqué à un moment donné, effectivement, que pendant la guerre en Irak, il y a eu des endroits où les Irakiens se sont rendus sans combattre, parce qu'effectivement, ce sont des poussières smart dust qui rendent les gens dociles, et l'environnement, et qui permet de mettre des mouchards dans tout l'environnement. Finalement, c'est ni plus ni moins une forme d'arme chimique. Oui, mais il y en a plein. Enfin, c'est ça qui fait très peur, c'est que enfin, dans les armes non létales, ils ont une imagination qui est absolument débordante, quoi. Et alors finalement, Claire Sévrac, le drame entre guillemets, de votre ouvrage ou de votre travail, c'est que malgré toutes les références que vous pouvez donner dans ce livre, les documents déclassifiés dont vous nous avez parlé sont très rares, puisque forcément il y a très peu de sources officielles sur tous ces sujets, et pour cause. Et de ce fait, comment pouvez-vous répondre aux gens qui vous taxent de complotisme, de conspirationnisme? Franchement, ça m'est totalement égal. J'ai déjà pris, enfin, quand j'ai écrit le complot mondial contre la santé, je savais ce que je faisais. Je savais que en mettant le mot complot, ça allait être une attaque. Non, c'est parce que je considère qu'il faut appeler un chat, sinon on n'en sortira jamais. Et je veux dire, quand des gens s'allient derrière notre dos pour créer une situation qui est nocive pour nous, c'est la définition exacte du mot complot. Donc pourquoi je ne le mettrais pas? Parce que certaines personnes ont décidé que dès qu'on l'ouvrait dans ce pays, ou même dans le monde entier, on était devenus des complotistes. Non, s'ils ne créaient pas le complot, on ne serait pas obligé de le dénoncer. Donc ça ne me gêne pas vraiment. Après, que les gens le croient ou le croient pas, c'est pas une question de croyance. Il y a tout dans mon bouquin, sauf demander aux gens de croire. Je pense que les gens doivent juste lever les yeux au ciel. Au lieu de regarder leur smartphone, leur tablette et leur match de foot, qui regardent simplement le ciel. Est-ce que c'est normal ce qu'on voit? Non, c'est pas normal. Est-ce que ce qu'on nous dit est normal? Non. Quand vous vous baladez dans la rue et qu'il fait très froid et qu'il y a de la condensation, est-ce qu'il y a un nuage qui vous suit? Non. Donc il faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Et si les gens ne veulent pas le regarder, je ne peux rien y faire. Je pense que, je dis des fois quand on me le demande, je dis que je pense que j'étais comme Bernadette Soubirous. J'ai été appelée pour le dire, mais je n'ai pas été appelée pour le faire croire. Je pense que c'est la responsabilité de chacun de regarder ce qui se passe autour de nous et d'arrêter de faire l'autruche parce que ça fait très peur. Oui, ça fait très peur. Mais si on ne regarde pas les choses en face, comment on va s'en sortir ? Donc on regarde les choses en face et on lève les yeux vers le ciel. Oui, regardez le ciel, est-ce que c'est normal? Merci Claire Sévrac. Merci.